Liste de lecture et commentaires sur l'actualité en relation avec qu'est-ce qui se passe en Ukraine, là, naturellement, qui a été envahi là, récemment là, par la Russie. Donc, tout d'abord, salut tout le monde. Bonjour ou bonsoir, tout dépendant à quel moment vous allez écouter cette capsule avec du visuel. Donc, à la différence des autres fois où vous avez une image de fond, je vous propose de regarder l'écran. Je vais vous montrer différentes choses. Donc, dans les dernières heures, j'ai réalisé des listes de lecture par rapport à ma chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir les voir à l'écran. C'est nouveau. J'ai décidé de les faire pour que ça soit plus simple pour vous de repérer certaines vidéos. Donc, j'ai passé en revue toutes les vidéos que j'ai produites depuis l'ouverture de ma chaîne de David Lev pour regrouper certaines vidéos en liste. Donc, lorsque vous allez sur ma chaîne de David Lev, vous allez avoir différentes listes de lecture. Tout d'abord, vous pouvez voir ici sur votre gauche celle qui se rapporte à Daniel Ménard. J'ai fait une liste en particulier pour cet invité mémorable qui avait été l'intervieweur de Bernard de Montréal qui avait initié au Québec la diffusion de la conscience supramentale. Et Daniel Ménard, après l'avoir interviewé pendant de nombreuses années, il a également donné des conférences en solo et aussi a donné de la consultation. Donc, ça a été l'un des invités mémorables que j'ai eu le plaisir d'interviewer au fil des ans. Donc, vous avez 4 entrevues là, que j'ai fait avec lui, là, que vous pouvez écouter, que je vous propose. Et aussi, dans les enregistrements que j'ai faits avec lui, il partage son témoignage par rapport à Bernard de Montréal, qu'il a connu en personne et qui est l'individu qui a initié ici au Québec le mouvement de la conscience supramentale. Donc, c'est pas rien. Et par la suite, dans les listes de lecture, vous avez celle que j'ai faite par rapport à Olivier. Et puis il y a aussi Mona Hébert et Berthold. Donc, c'est 3 personnes que j'ai interviewées à plusieurs reprises au fil des ans. Et comme c'est des invités que j'ai reçus à moult reprises, eh bien, j'ai décidé de réaliser par rapport à eux des listes de lecture spécifiques. Donc, Olivier, c'est un entraîneur. Avec lui, on a, comme les autres invités auxquels je fais allusion, parlé de conscience supramentale, mais également de commentaires sur l'actualité. Et avec ces invités en particulier, j'ai eu le plaisir de discuter avec eux pour commenter l'actualité politique, l'actualité internationale aussi, parler même de géopolitique, mais aussi de différents éléments qui touchent à l'actualité, comme par exemple la crise sanitaire. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir, avant qu'il y ait la crise, c'était quoi leurs propos, au début de la crise, puis au fil des mois que dure la crise, parce que c'est un sujet récurrent, là, la crise sanitaire. Sans doute, c'est l'un des sujets qui marquera le 21e siècle, donc le siècle dans lequel nous sommes entrés. Et ça va être un moment clé. Hein? Vous avez dans l'histoire de l'humanité la naissance de Jésus qui marque l'ère actuelle. Donc, on va parler de l'an 1 avant Jésus, l'an 2 après Jésus. Le moment de l'enclenchement de la crise relative au virus, ça marque une scission dans le vécu occidental, dans le vécu qu'on connaissait. Et par la suite, on a basculé dans ce que certains appellent une nouvelle normalité. Donc, c'est intéressant d'avoir les propos tenus avant la crise, pendant, et j'espère avoir le plaisir de commenter l'après-crise aussi. Et donc, c'est ça. Olivier, Mona, Berthold, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, avec lesquels, au fil du temps, j'ai développé une amitié, une forme de fraternité psychique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des listes de lecture par rapport à eux. Il y en a également une ici que vous pouvez voir par rapport à Marc Delassalle. Marc Delassalle, qui est un auteur et conférencier, un peu comme Bernard de Montréal.
Mais à différence de Bernard, que je n'ai pas connu en personne, ben lui, je l'ai connu sur 9 ans. J'ai réalisé avec lui là, des entrevues. Et dans ma liste de lecture, vous en avez des récentes, comme celle-ci qui date de 2020, qui s'intitule Contester le dominium de la spiritualité. Mais j'en ai des plus anciennes aussi. J'ai des entrevues de Marc que j'avais faites en 2011, comme vous voyez ici, 28 septembre 2011. Donc, vous en avez sur différentes époques. Et Marc de la Salle a écrit de nombreux livres et c'est dans le domaine de la conscience supramentale au Québec, quelqu'un qui a réalisé un travail de diffusion qui s'est échelonné sur de nombreuses années. Et par rapport à lui, ce que j'ai à dire, sinon, ben, c'est sûr que c'est intéressant, si vous ne l'avez pas déjà fait, de le découvrir. Donc, il peut vous apporter un éclairage particulier là, par rapport à la conscience supramentale qu'il a visé à véhiculer là, tout au long de ces années où il a fait des activités publiques. Sinon, en lien avec la conscience supramentale, j'ai fait une liste de lecture ici qui s'intitule Supramentale, tout simplement, où vous pouvez m'entendre parler en solo. Donc, c'est des enregistrements que j'ai faits sur plusieurs années, que j'ai sélectionné en particulier parce qu'ils visent à diffuser des principes relatifs à la conscience supramentale ou des considérations s'y rapportant. Donc, ça vise à être des sujets qui ont une portée intemporelle. Donc, un peu comme les enregistrements Marc de la Salle ou des propos que j'ai eus avec Daniel Ménard, bon, mais c'est des choses que vous pouvez réécouter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, parce que ça vise à aborder des sujets qui, à la différence des commentaires sur l'actualité, ont une visée à long terme. Donc, de commenter, par exemple, ici, la démocratie, la conscience, la dictature et la conscience, bon, ben ça prend une portée à long terme. Ensuite, le vieillissement aussi, la justice. Bon, ben c'est quelque chose qu'on peut étudier encore dans 20 ans. Il va sans doute avoir la question de la justice qui va se poser encore dans 20 ou 30 ans, savoir c'est quoi qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la liste par rapport à mes enregistrements en solo que j'ai fait, parce que je fais des entrevues et des enregistrements en solo sur Internet. Sinon, par rapport aux listes, il en restait une à aborder avec vous que j'ai faite, qui s'intitule « Session de bénédiction ». Je l'ai faite parce que au fil du temps, j'ai fait de nombreuses séances de bénédiction qui visent ces séances-là à bénir, c'est-à-dire investir certains éléments de conscience, de présence, de notre être en tant qu'absolu. Donc, on peut investir, par exemple, son corps biologique de la présence de notre être pour favoriser sa santé, sa longévité, et ainsi de suite. Et les sessions de bénédiction, bien des fois, ça vise, bien entendu, l'harmonisation de lieux, comme l'endroit où on vit, que ce soit harmonisé à nos vibrations. Et ça vise aussi la détente, à générer un état propice à l'intériorisation, un état d'être agréable. Donc, utiliser sa volonté, entre autres, pour commander aux forces et à l'univers, dans l'optique d'ajuster le réel à notre sensibilité, au lieu d'être tout le temps ajusté par l'environnement. Donc, c'est une démarche particulière. Donc, voilà le tour des différentes listes de lecture que j'ai produites au fil des ans. Sinon, en fait, ce que je voulais vous mentionner, ce qui peut être intéressant, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir, c'est la chaîne sur YouTube qui s'intitule Supramental Berthold. Mais c'est pas une chaîne que Berthold s'occupe. C'est marqué en haut, là. La personne a dit « Je suis pas Berthold ». Mais il y a des gens qui peuvent penser que c'est Berthold parce que c'est marqué Supramental Berthold. Donc, c'est marqué pour clarifier, et je le mentionne aussi. Il y a un travail très intéressant qui a été fait sur cette chaîne-là parce que Berthold a sa chaîne, il fait des vidéos qui sont en direct, qui peuvent durer parfois 2 heures, 3 heures. Et celui qui s'occupe de cette chaîne
va aller chercher des extraits particuliers de vidéos qui ont été produites par Berthold, donc un peu comme des citations, donc un peu comme quelqu'un qui va lire un livre au complet et aller chercher des citations qui sont pertinentes. Donc, c'est intéressant parce que, par exemple, Entité et programmation, qui est issu de l'enregistrement numéro 190, parce qu'une classification, d'où le chiffre qui est avant l'enregistrement. C'est sûr que de parler entité programmation, il y a un extrait ici de 25 secondes. Ça va synthétiser de l'information par rapport à cela. Donc, c'est sûr que c'est des extraits qui peuvent être écoutés à long terme pour beaucoup d'entre eux, où ce que c'est des sujets comme la régulation, la volonté, ça va avoir encore de la pertinence d'aborder ça dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, ça a une portée à long terme. Et par rapport à ces différents extraits-là, ces temps-ci, j'en écoute. Parce que Berthold, on peut faire un enregistrement en direct devant le public, il va saluer les gens, il va commenter l'actualité, mais il peut y avoir des segments où il va aborder des sujets que je qualifie comme étant intemporels, comme par exemple l'esprit, les initiations, les phases, l'évolution. Donc, des sujets qui, à la chance de l'actualité, changent rapidement. On l'a vu depuis le début de la crise, de la pandémie liée au virus. Tandis que des sujets intemporels, ça peut être intéressant que des extraits si rapportants soient faits. Donc, il fait un très beau travail. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais si c'est le cas, je le salue et je le remercie pour la qualité de son travail, parce que vous pouvez voir, je défile ça rapidement à l'écran, mais il y a plein d'extraits qui ont été sélectionnés au fil du temps par rapport à Berthold. Donc, il y en a du matériel pour plusieurs heures, comme on dit. Donc, quelqu'un qui a intérêt par rapport à ça. J'en écoute une fois de temps en temps. J'en ai même sélectionné pour ma bibliothèque audio, se rapportant à Berthold, donc que j'ai fait sur archive.org, qui est un lieu d'entreposage web. Donc, et j'en ai mis quelques-uns, comme la prière, animaux et évolution, nos pensées. Donc, là, vous voyez, il y en a, je suis rendu à 204 enregistrements par rapport à Berthold, dont des entrevues que j'ai faites avec lui. Il y a des enregistrements aussi de Berthold en solo, et tout ça, c'est en MP3. Si vous posez la question comment les retrouver, bien, vous allez sur ma chaîne David Lève et vous allez sur la playlist de Berthold, et par rapport aux enregistrements de Berthold, comme celui-ci, janvier 2022, si vous allez en bas de l'enregistrement, il y a une section sur laquelle c'est marqué « Si vous voulez télécharger les enregistrements de Berthold en format MP3, vous pouvez aller à la page suivante. » Donc, vous cliquez dessus. Et là, va apparaître, vous voyez sur votre gauche l'image de Berthold qui parle au micro et les différents enregistrements. Fait que si vous cliquez sur le numéro 21, l'enregistrement numéro 21 va jouer. Puis il y en a plusieurs. Comme vous voyez, il y en a au-dessus de 200. Donc, avec les années, ça s'est accumulé. Donc, ça fait beaucoup d'archives. Et c'est sûr qu'il m'est venu à un moment donné en tête l'idée que s'il y a une personne parmi vous qui aurait de l'intérêt à transcrire des enregistrements de Berthold par rapport à différents sujets, eh bien, ça pourrait faire l'objet d'un livre. Dans le sens que, par exemple, par rapport au sujet qui est, je vous donne un exemple, la magie. En lien, qu'est-ce que dit Berthold sur la magie? Quelqu'un pourrait transcrire une partie ou en totalité l'extrait, et là, ça pourrait faire le chapitre d'un livre. Et tous ces sujets-là regroupés ensemble à partir des meilleurs segments. Parce que là, vous voyez ce qu'a fait comme travail d'isoler des segments plus significatifs qui ont été produits par Berthold sur la chaîne supramentale Berthold pourrait faire l'objet d'un livre, un peu comme ça a été le cas en relation avec les entrevues que j'ai faites avec lui. Comme ici, vous avez le livre devant vous. Berthold, entretien avec David Lévesque, 6 entretiens, donc de 2017 à 2019 que j'avais fait avec lui. Donc, il y a Issia Perrin qui en a fait la transcription, que je remercie encore, parce que c'est quand même plusieurs heures de travail qu'elle a mise pour réaliser ces transcriptions. Et ça a donné un très beau résultat. Donc, c'est sûr que s'il y a une personne parmi vous en relation avec les extraits de Berthold procéderait à la transcription de ces derniers dans un livre, un document PDF,
eh bien, par la suite, je pourrais le partager là, sur WordPress. Donc, par rapport au site WordPress que j'ai, par rapport à David Lévesque Supra, bien, vous avez naturellement là, différents articles que j'ai écrits, mais vous avez une section ici, transcription, qui a été faite. Il y a il y a toutes sortes de choses qui ont été faites. Donc, le livre là, en lien avec Berthold qu'on peut retrouver là, naturellement. Ben, vous avez le lexique supramental aussi. Puis les gens qui commencent à s'intéresser à la conscience supramentale, ben, ça donne un vocabulaire de base là, si rapportant. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Donc, c'est sûr que si quelqu'un entreprend la transcription des meilleurs extraits et produit un document PDF en lien avec ça, comme je le mentionnais, bien, la personne peut me le partager par la suite. Et c'est sûr, je me donne un doigt de regard, là, dans le sens que si je lis, il faut que ça corresponde à ce que Berthold a dit, là, naturellement. Mais si c'est congruent, ça me fait plaisir là, de le diffuser là, sur le web, dans un esprit de partage. Sinon, aujourd'hui, je voulais commenter un peu l'actualité. Plusieurs choses à dire. C'est sûr que j'ai l'intention de commenter la situation, entre autres, par rapport à l'Ukraine, mais juste avant, vous mentionnez que pendant qu'on a les yeux tournés vers l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il se passe des choses au Québec, comme par exemple cette nouvelle qui vient du Journal de Montréal. Donc, il y a quelques jours, on apprend que reconnaissance faciale, une application du gouvernement pour authentifier les citoyens. Donc, on apprend dans l'article, si on en fait la lecture, que d'ici l'année 2025, eh bien, c'est marqué ici, les Québécois auront accès à un portefeuille numérique sécurisé. Et là, ce qu'on va faire par rapport à ça, c'est qu'on va utiliser la reconnaissance faciale. Là, il va y avoir une application par rapport à ça. Donc, autrement dit, si une application de reconnaissance faciale en relation avec le portefeuille numérique, oui, la personne, elle regarde, par exemple, son téléphone intelligent. Bon, si le téléphone reconnaît le visage de la personne va pouvoir avoir accès à son portefeuille numérique qui va comporter des données, là, que ce soit son dossier de santé, son permis de conduire, et ainsi de suite. Donc, différents éléments. Mais ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que si on parle de donner des services en relation avec le portefeuille numérique, puis une utilisation comme identification, ça va être important que les données soient sécurisées pour éviter naturellement le vol de données personnelles. Bon, on nous dit qu'on nous dote, que le gouvernement du Québec s'est doté d'un ministre de la cybersécurité, Éric Kerr. Bon, mais on va voir si on va être capable de faire respecter ça. Par rapport au projet, on va dépenser naturellement plusieurs millions de dollars là, pour l'identité numérique citoyenne. On parle d'un budget de 105 millions sur 8 ans, incluant les coûts d'exploitation et de promotion. Donc, il y a beaucoup d'argent qui vont être dépensés par rapport à ça. Par contre, c'est tout le temps de voir la pertinence, dans le sens que présentement, il y a des problèmes importants avec le réseau de la santé à Québec qui traînent depuis plusieurs années, qui ne se règlent pas. Puis ça fait plusieurs années qu'on parle de numériser le dossier de santé. Puis là, tout d'un coup, le gouvernement arrive, ça nous prend une identité numérique comme si c'était quelque chose de prioritaire. Puis on a la difficulté à avoir du personnel de la santé. Pourquoi dépenser des millions là-dedans, au-dessus de 105 millions pour ça, alors que l'argent pourrait être dépensé en santé, en espérant que ça soit mieux géré dans l'avenir, là, naturellement, mais en tout cas, ça reste encore à voir. C'est sûr que la dérive potentielle en lien avec la reconnaissance faciale, c'est un système comme celui que connaît certaines provinces de la Chine, avec le crédit social, où des gens, un peu partout, il y a des caméras avec des logiciels de reconnaissance faciale qui identifient les gens. Donc, autrement dit, quelqu'un se promène sur la rue, puis avec la caméra, on peut savoir c'est qui. Donc, la caméra peut reconnaître son visage. Donc, si la personne, par exemple, va marcher alors que le feu est rouge pour le piéton, eh bien, la personne, par la suite,
elle pourrait potentiellement recevoir une contravention parce que si son visage est identifié, ben on peut retracer la personne et là, à ce moment-là, elle peut perdre des points. Par contre, peut-être que si la personne aide une vieille personne âgée à traverser la rue, peut-être qu'on va lui donner des points. Il y a une morale qui peut s'appliquer en lien avec la reconnaissance faciale et l'identité numérique. Et c'est sûr que on s'en va vers une société de plus en plus numérisée. Dans cette mouvance-là, ce que je peux vous mentionner, c'est que ici au Québec, on a l'institution financière qui s'appelle Desjardins, qui envisage pour 2028 la fin des guichets automatiques. Donc, au lieu qu'il y ait des guichets où les gens vont aller chercher de l'argent papier, eh bien, on dit que ça va être remplacé par l'utilisation de téléphones intelligents. Donc, ils veulent avoir un virage mobile, comme l'indique le président de Desjardins. Donc, on se dirige vers ça. Donc, à la fois dans le public, avec la reconnaissance faciale, Desjardins avec la fin des guichets, pour que l'activité se fasse plus sur des téléphones intelligents. C'est sûr que la génération des milléniaux, on parle des 13 à 34 ans, eux autres sont plus sur les téléphones intelligents avec les technologies de l'ère du numérique. Donc, c'est sûr que pour rejoindre cette clientèle-là, eh bien, il va y avoir plus d'activités là, sur ce type de plateforme. C'est sûr que c'est un mouvement qu'on peut s'attendre. Et par rapport à tout ce qui est numérique, ben, c'est sûr qu'il se passe différentes choses comme une première cyberguerre mondiale qui pourrait être en relation avec qu'est-ce qui se passe là, en Ukraine présentement. Donc, c'est sûr que présentement, c'est pas rose. La situation, il y a une grande tension mondiale. On a l'impression qu'on est dans une situation analogue similaire à celle de la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Lors de la guerre froide, il y avait l'Union soviétique d'un côté et de l'autre côté, les pays d'Europe de l'Ouest avec les États-Unis puis le traité de l'OTAN de l'Atlantique Nord. Donc, sur le site web de TVA, on dit « Poutine ravive la menace nucléaire », rien de moins. Donc, c'est sûr que, bon, on parle un peu d'une situation, là, on le dit de façon réaliste, il faut s'attendre à un retour de la guerre froide qu'on a surnommé la période de l'après-guerre jusqu'à la chute du bloc soviétique en 1989, où les deux grandes puissances accumulaient les armes en surveillant l'autre camp. Donc, bon, c'est ça, on parle d'un retour potentiel par rapport à ça. Moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est que la différence de la période de la guerre froide où la technologie était moins présente qu'aujourd'hui, bien, la menace d'une cyberguerre mondiale où elle aurait lieu essentiellement dans le cyberespace lié à l'informatisation des différents services publics était moins présente. Là, on parle de la possibilité qu'il y ait des attaques qui soient faites. Et il est question dans un article que vous pouvez voir à l'écran que l'Ukraine avait déjà été victime d'attaques. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait eu en 2015 des attaques qui avaient été faites là, par rapport à l'Ukraine. Où, dans le fond, par rapport à ça, ce qui avait eu lieu, c'est que par rapport au réseau d'électricité, il avait été touché. Et c'est sûr que les gens avaient perdu l'électricité là, pendant un certain nombre de jours en Ukraine. Et si c'est arrivé en Ukraine, bien, c'est sûr que si on pense à la situation du Québec, il y a possibilité qu'Hydro-Québec pourrait être une cible dans le cadre d'une cyberattaque. Donc, c'est sûr que ça devient à ce moment-là pertinent que ça soit surveillé parce que le Québec, qui fait partie du Canada, fait partie des pays qui sont opposés à l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc, c'est un pays qui s'expose à des représailles là, potentielles là, par rapport à l'Ukraine, comme les différents pays qui vont prendre position là, pour l'Ukraine. En ce qui me concerne en tant qu'individu, ce que je veux vous dire par rapport à ce qui se passe présentement par rapport à l'Ukraine,
c'est que, bon, les médias vont nous présenter Poutine comme étant quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui est menaçant. Dans un de ses discours, il disait que les pays qui voudraient attaquer la Russie s'exposeraient à lui, qui a la plus grande armée dans le monde et qui possède l'arme nucléaire. Mais oui, c'est vrai qu'il possède l'arme nucléaire. Et là, on nous le présente comme étant un homme qui pourrait mettre en danger la sécurité mondiale, un homme qui se comporte comme un despote, quelqu'un qui va envahir un autre pays, un peu comme ça se faisait là, lors du siècle dernier. Si on pense à Adolf Hitler qui avait envahi des pays voisins. Mais il faut faire attention. Et par rapport au conflit présentement, moi-même, j'ai tombé dans le panneau. Là, j'écoutais les bulletins de nouvelles. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'est en train de faire la Russie? Mais c'est parce qu'on nous présente une vision de propagande dans les médias de masse qui va à l'encontre de la Russie. Donc, au lieu de présenter les points de vue des deux belligérants, donc le point de vue de l'Ukraine, c'est quoi ses avantages et ses inconvénients dans la situation présente, même chose par rapport à la Russie de se comporter de la manière qu'ils le font. Donc, regardez les perspectives de chacun de ces deux pays qui sont en conflit. On nous présente l'Ukraine comme étant la victime de Poutine, qui agirait comme un bourreau. Et on voit à travers la communauté internationale voir l'OTAN comme étant les sauveurs de la situation. Donc, si on utilise le triangle de Karpman, où vous avez la victime, le sauveur, le persécuteur, et on fait une lecture de la situation présente en lien avec ça. D'ailleurs, si à un moment donné, ça donne, je voudrais discuter de ça avec Berthold, qui avait fait des vidéos dans le passé, là, relatif au triangle de Karpman. Donc, si on fait une lecture triangulée dans la situation, bon, mais on nous dépeint l'Ukraine, comme je le disais, comme étant la victime d'une attaque sauvage. La façon que c'est présenté dans les bulletins de nouvelles, on a l'impression que du jour au lendemain, la Russie se met à attaquer l'Ukraine, puis c'est féroce, puis c'est sauvage, puis... Et ensuite, on nous présente, c'est sûr, Poutine comme étant le bourreau, le persécuteur qui menace la sécurité mondiale, et ainsi de suite. Et les sauveurs, ben, on se représente, en fait, le Canada, ensuite différents pays européens, que ce soit la France, entre autres, en faisant le boycott des produits russes. Ici au Québec, on a annoncé que la SAQ, la Société des alcools du Québec, parce que la vente d'alcool est monopole d'État ici par rapport à ce commerce où tout ce qui sont produits alcoolisés, donc que ce soit le vin, ensuite également la bière et la vodka. C'est là que ça se vend essentiellement. Il y en vend un peu dans l'épicerie, mais les endroits spécialisés sont là. Donc, on a annoncé que on ne vendra plus de vodka qui provient de la Russie puis des produits alcoolisés russes. Donc, le boycott comme représailles. Et là, en faisant ça, ben, les dirigeants qui disent ça, ben, on peut se représenter, nous, les Canadiens, comme étant les sauveurs de l'Ukraine qui est la victime par rapport à la Russie de Poutine. C'est sûr qu'il y a des nuances à faire par rapport à tout ça. Parce que ça, c'est le contexte représentationnel qu'on cherche à nous vendre par rapport à la situation qui se présente. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est dans l'ère de la propagande médiatique et qu'il y a à peine quelques semaines, eh bien, c'était Donald Trump, voire quelques mois, lorsqu'il était au pouvoir, qui était systématiquement diabolisé par les médias occidentaux. Et je me pose la question à savoir si on ne va pas faire le même stratagème avec Poutine. De plus en plus diabolisé systématiquement, au lieu de présenter aussi sa vision des choses, où c'est toujours présenter, par exemple, des extraits d'une conférence de presse comme on le faisait avec Donald Trump, puis il peut y avoir une conférence qui va durer pendant une demi-heure, une heure, mais on va présenter des segments où il va dire des choses d'une certaine façon, puis
on va présenter ça pour le discréditer. J'ai l'impression qu'on va faire exactement la même chose pour Poutine dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et c'est sûr qu'il faut réaliser que tout ça, cette propagande-là, sert des intérêts mondialistes, entre autres, des intérêts occidentaux, mais ce qu'il faut dire que si on change de perspective, vous avez sur Facebook, j'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'a fait la chaîne theovox.tv avec l'entrevue en politique internationale avec Jean-Pierre Desmarais. Bon, ben, il nous donne l'autre perspective. Donc, ce que nous disent pas les médias de masse, que ce soit TVA, Radio-Canada, ici au Québec, mais je sais que c'est la même chose si vous écoutez les médias, excusez, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, c'est le même phénomène qui se produit. C'est-à-dire qu'on présente une perspective polarisée sur la situation. On désigne c'est qui les bons et les méchants, puis on crée un effet de clivage, alors qu'en réalité, souvent les choses sont plus nuancées. Bon, on expliquait dans l'émission que par rapport à l'Ukraine, il y a deux régions. C'est le Luhansk et le Donetsk qui est proche de la Russie. Eux autres, ils veulent être indépendants de l'Ukraine. Ils veulent s'en séparer. Et c'est sûr que l'Ukraine n'est pas nécessairement intéressée de perdre des territoires. Et c'est tout à fait normal. Puis il faut comprendre que proche de la Russie, il y a des gens qui sont pro-russes, il y a des gens qui parlent russe. Donc, puis aussi, dans le passé, ce qui arrivait, c'est que ces régions, et l'Ukraine aussi, faisaient partie de l'Union soviétique, étant englobée par la puissance russe. Et donc, ce qui arrive, c'est que ces deux régions-là, ils veulent se séparer de l'Ukraine. L'Ukraine, elle ne veut pas. C'est sûr qu'elle ne veut pas que son territoire diminue. Elle veut quelque part pas perdre des morceaux. Et la Russie, par contre, reconnaît l'indépendance de ces deux territoires-là, la différence de l'Ukraine. C'est sûr que si on compare la situation par rapport au Québec, donc ici au Québec, à un moment donné, il y avait des gens qui voulaient se séparer du Canada. Et si les gens au Québec se seraient séparés du Canada, ça aurait pu être possible que les États-Unis aurait reconnu l'indépendance du Québec, mais pas le reste du Canada. Donc, à ce moment-là, ce qui aurait arrivé, c'est qu'il y aurait eu des tensions, puis le reste du Canada aurait voulu que les régions qui qualifieraient de séparatistes restent sous son joug. Mais là, c'est un petit peu la même situation, j'ai l'impression, qui arrive. Fait que si on utilise le principe de la triangulation de Karpman, bon, ben la victime, par rapport aux gens de ces régions-là, le Donetsk et le Lunsk. Le Luhansk, ben, je le prononce mal, excusez-moi, là, je parle pas russe et c'est pas des noms qui sont communs pour moi, mais bref, ce que je dirais, c'est que pour les gens de ces régions-là, qui soient victimes de l'Ukraine, bon, ben les choses changent. L'Ukraine devient le bourreau qui ne veut pas reconnaître la séparation de ces deux territoires-là, qui sont proclamés comme des républiques indépendantes. La Russie, à ce moment-là, devient le sauveur qui reconnaît l'indépendance de ces deux régions-là et qui fait face au bourreau qu'est l'Ukraine. Fait que vous voyez, si on regarde les choses autrement, eh bien, la notion de bourreau, victime, sauveur viennent de changer. Et c'est pour ça que c'est important de prendre un recul par rapport à la situation. Puis moi-même, j'ai été pris dans le jeu, je m'en confesse avec vous. C'est-à-dire, au début, j'ai dit « Ah, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que fait Poutine? » Puis d'envahir l'Ukraine. Mais avec le recul, et je ne suis pas pro-russe en passant, mais je cherche à prendre un recul par rapport à ce qui nous est présenté dans les médias, puis à mettre les choses en perspective, que finalement, on peut voir les choses autrement, puis on gagnerait tout intérêt à ce qu'on nous présente les différentes perspectives des acteurs en présence, plutôt que seulement une seule perspective avec un discours unique, comme on l'a depuis le début de la crise sanitaire. Il y a un discours unique qui est véhiculé, on répète ça, et c'est la même chose par rapport à ce qui se passe là, présentement en Ukraine. C'est ce que je voulais dire. Donc, la petite mise en garde, c'est de ne pas croire nécessairement tout ce que nos médias nous disent ou acheter spontanément la perspective qui nous est présentée en y adhérant. Donc, voilà ce que je voulais vous mentionner par rapport à aujourd'hui. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.